Bonjour, l'ensemble des infirmières de l'équipe régionale va maintenant présenter le protocole d'aide à la gestion des alertes que nous utilisons depuis 2 ans lors de l'expérimentation du programme en région Occitanie. Je suis Caroline Berbon, infirmière coordinatrice de l'équipe régionale. Ce protocole, en fait, est une aide à la gestion des alertes qui permet de prendre des décisions basées sur la littérature scientifique, l'avis d'experts, bien sûr, et les pratiques du territoire. Ce protocole est adapté aux spécificités de chaque organisation et puis à appuyer, bien sûr, sur le raisonnement clinique du professionnel de santé qui va effectuer cette gestion d'alerte. Nous allons appliquer le protocole lors de 2 situations. D'une part, lors de l'interprétation du dépistage, quand un professionnel de santé le réalise auprès d'un senior, il va pouvoir s'aider de ces différentes questions pour orienter le senior et orienter la prise en charge. Nous utilisons aussi ce protocole lors de la gestion d'alerte générée par un dépistage qui va être fait en auto-évaluation par le senior lui-même ou par un aidant ou par un professionnel formé non soignant. Le professionnel de santé, alors qui doit gérer l'alerte, va suivre les différents algorithmes afin de pouvoir prendre une décision et apporter une orientation au senior. Nous allons commencer par le domaine de la mobilité. L'évaluation de la mobilité lors du test de dépistage repose sur les 5 levées de chaise. Il revient donc dans un premier temps de s'assurer que le test a bien été réalisé dans les bonnes pratiques, c'est-à-dire surtout le plus vite possible et dans la bonne position pour le senior. Ensuite, si le test a été réalisé correctement, on va vérifier que la personne a bien fait les 5 levées de chaise. Si c'est le cas, alors si elle a fait plus de 14 secondes, on interviendra auprès du médecin traitant. Si par contre le test n'a pas été bien réalisé ou si la personne n'a pas fait les 5 levées de chaise, alors on va compléter l'évaluation par une série de questions, c'est-à-dire est-ce que le senior marche plus lentement, est-ce qu'il a des difficultés à porter ses courses, etc. S'il répond non à l'ensemble des questions, alors l'alerte ne sera pas confirmée, on ne va pas plus loin. En revanche, s'il y a une réponse oui à l'une des questions, on va vérifier s'il s'agit d'un problème nouveau ou non. Si c'est un problème ancien, sans aggravation, on en restera là et le médecin traitant ne sera pas prévenu. En l'occurrence, si le problème est nouveau, il y aura une alerte et une recommandation d'évaluation complète. Dans le cas présent, dans l'exemple présent, le senior a réalisé son test de levée de chaise en 17 secondes 20. Nous sommes donc dans le cas où il a fait plus de 14 secondes. Quand on appelle ce senior, on sait qu'il a réalisé correctement le test. Seulement, à l'interrogatoire et au résultat du dépistage, on voit qu'il n'a pas fait les 5 levées de chaise. Il n'en a fait que 4. Donc on va compléter l'évaluation par la série des questions. Il s'avère que ce monsieur va répondre non à l'ensemble des questions. Il n'y a donc pas d'alerte confirmée. On ne prévient pas le médecin traitant. Bonjour, je suis Laure Bouchon, infirmière à l'équipe régionale vieillissement et prévention de la dépendance au Gérontopole au CHU de Toulouse. Concernant la nutrition, lors du test de dépistage, 2 questions sont posées. La première demande s'il y a eu une perte de poids de plus de 3 kg involontaire au cours des 3 derniers mois. La deuxième demande s'il y a une perte d'appétit récente. Dans un premier temps, il faut vérifier que la perte de poids est bien d'au moins 3 kg au cours des derniers mois et qu'elle est bien involontaire. Si c'est le cas, l'alerte est confirmée et un mail est envoyé au médecin traitant. En revanche, s'il n'y a pas de perte de poids mais qu'il y a une perte d'appétit, 2 questions complémentaires seront posées. La perte d'appétit a-t-elle un impact sur les quantités consommées? Et la personne saute-t-elle un ou des repas? Si le senior répond oui à au moins une des 2 questions, alors l'alerte sera confirmée et un mail est envoyé au médecin traitant.
Voici un exemple ici où le senior interrogé, qui pèse 70 kg, affirme avoir perdu involontairement plus de 3 kg au cours des 3 derniers mois. Lors de mon appel téléphonique, il me confirme ce poids, ainsi que le poids de 74 kg il y a 3 mois. Il n'a pas fait de régime et ne sait pas m'expliquer cette perte de 4 kg. L'alerte est donc confirmée et un mail va être envoyé à son médecin traitant pour l'informer d'un possible risque nutritionnel. L'appétit semble ici conservé, je ne poserai donc pas les questions complémentaires. Bonjour, je m'appelle Florence d'Acosta Ribeiro, je suis infirmière à l'équipe régionale prévention de la dépendance et je travaille sur la plateforme de télésuivi du programme ICOP. Concernant l'audition, lors du dépistage, un test de chuchotement est réalisé et 2 questions sont posées. Un test de chuchotement est réalisé pour chaque oreille. Bien sûr, le senior doit porter ses prothèses s'il en possède. On demande ensuite si le senior a l'impression que son audition a diminué ces 4 derniers mois. Enfin, on questionne le senior si son entourage se plaint d'une baisse d'audition. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Une plainte de baisse de l'audition est formulée, mais le test de chuchotement est correct. On considère que l'alerte n'est pas avérée. Il n'y a pas de courriel au médecin traitant. Si la baisse de l'audition est déclarée et que le test de chuchotement est anormal, un appel est réalisé pour vérifier la véracité de l'alerte. Soit le senior a déjà un rendez-vous avec son médecin généraliste ou un ARL ou un audioprothésiste, alors on considère que l'alerte est en cours de prise en charge. L'alerte est considérée comme non avérée, le médecin généraliste n'est pas contacté. A l'inverse, si rien n'a été réalisé, un mail est envoyé au médecin traitant. Voici un exemple de prise en charge de l'alerte de l'audition. Le senior n'a pas pu répéter les 3 mots chuchotés à l'oreille droite, alors qu'il les répète pour l'oreille gauche. Il déclare une baisse de l'audition sur les 4 derniers mois, sans plainte de son entourage. Je l'appelle et il me confirme une gêne lors de repas de famille avec des difficultés à suivre les conversations. Il déclare ne jamais avoir évoqué cette difficulté avec son médecin traitant. L'alerte est déclarée, un mail est envoyé à son médecin traitant pour l'informer de cette alerte auditive. Bonjour, je m'appelle Magali Poli, je suis infirmière d'évaluation gérontologique. Je travaille à l'équipe régionale vieillissement et prévention de la dépendance pour le programme ICOP. Pour la psychologie, lors du dépistage, 2 questions sont posées. Est-ce qu'au cours des 2 dernières semaines, vous vous êtes senti déprimé ou sans espoir? Au cours des 2 dernières semaines, avez-vous trouvé peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? Si la personne répond oui à un des 2 items, alors il faut évaluer s'il y a confirmation ou pas du risque de dépression, en posant de nouvelles questions. Est-ce que vous vous sentez déprimé tous les jours depuis 15 jours? Est-ce que cela impacte votre quotidien? Sinon, l'alerte est non confirmée, pas de courrier au médecin traitant. On fera une surveillance de l'humeur lors du prochain step. Si oui, il faut évaluer le risque suicidaire et son degré d'urgence, mais il y aura forcément un contact avec le médecin traitant. Les infirmières de la plateforme de télésuivi du Gérontopole ont fait une formation spécifique pour évaluer ce risque, car ce n'est pas évident et la thymie est souvent une fonction perturbée au dépistage. La thymie est très impactée à l'heure actuelle par les événements extérieurs. D'où l'importance d'évaluer le risque suicidaire en posant des questions crues telles que: avez-vous des idées noires, des idées suicidaires? Avez-vous envisagé de mettre fin à vos jours? Avez-vous réfléchi aux moyens de le faire? Avez-vous choisi le moment de le faire? En fonction, l'évaluation du risque est classée en 3 catégories. Une urgence faible, la communication est possible, pas de scénario, il y a des projets pour les prochains jours. L'urgence moyenne, pleurs, intention de suicide claire, scénario prêt, mais pas le moment, mais la discussion est encore possible.
Dans ces deux cas, nous appelons le médecin référent. Sur le gérontopole, il y a un gériatre d'astreinte qui téléphonera au médecin traitant. L'urgence élevée, c'est un risque imminent de suicide et à ce moment-là, il faut faire le 15. Voici un exemple de gestion d'alerte de la psychologie. Le senior a déclaré être déprimé et avoir peu d'intérêt et de plaisir à faire les choses au cours des 2 dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose de récent? Est-ce que c'est tous les jours depuis 15 jours? Le senior déclare que c'est depuis janvier, qu'il n'a envie de rien, qu'il ne fait rien, qu'il passe ses journées sur le fauteuil et qu'il attend. Avez-vous déjà été déprimé au cours de votre vie? Prenez-vous un traitement? Avez-vous un suivi? Il répond que non, jamais. Vous faisiez quoi avant de vos journées pour vous occuper? J'allais marcher. Il me répond qu'il allait marcher 1 heure tous les matins et l'après-midi, il allait jouer aux cartes au club 2 fois par semaine, voir les copains. En avez-vous parlé avec votre médecin traitant? Non, il est toujours pressé. Avez-vous déjà pensé à mettre fin à vos jours? Oui, je me dis que la vie ne vaut pas la peine. Au moins, si je meurs, je serai tranquille. Avez-vous réfléchi à un moyen de mettre fin à vos jours? Non, j'en aurai pas le courage. En plus, je suis croyant, ma religion me l'interdit. Et je veux voir grandir mes petits-enfants. Ce sont des facteurs protecteurs contre le passage à l'acte. Dans ce cas, l'urgence est faible. On continue le dialogue. Vous pouvez être aidé. Il existe différentes prises en charge. La psychologue, le psychiatre, un traitement. Je vous incite à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant et de mon côté, si vous acceptez, j'envoie un courrier à votre médecin. La psychologie est donc à surveiller de près lors du step de suivi, d'où l'importance du commentaire dans la gestion d'alerte si plusieurs professionnels gèrent des patients communs. Bonjour, je suis Sandrine Augusto, je suis une des infirmières de l'équipe du télésuivi donc sur la plateforme pour la gestion des alertes dans le cadre du programme ICOP et je travaille au sein de l'équipe régionale vieillissement et prévention de la dépendance au Gérontopole de Toulouse. Nous abordons maintenant la cognition. Alors si toutes les réponses sont correctes, excepté la plainte et ou une erreur au jour du mois, on considère que le test de dépistage est négatif et dans ce cas, le senior n'est pas contacté car l'alerte n'est pas avérée. Si d'autres erreurs apparaissent, dans ce cas, il faut contacter le senior pour vérifier l'alerte. On propose alors de refaire la partie du test de la cognition en réalisant d'abord l'apprentissage des 3 mots, puis les 4 questions d'orientation. On peut ensuite questionner et préciser la plainte, c'est-à-dire la dater et demander s'il y a un retentissement dans les activités du quotidien. Et enfin, demander le rappel des 3 mots. S'il n'y a pas d'erreur, l'alerte n'est pas confirmée et le médecin traitant ne sera pas contacté. En revanche, s'il y a des erreurs, autres que la plainte et ou le jour du mois, le test de dépistage est positif et un mail sera envoyé au médecin traitant. En cas de doute sur la véracité de cette alerte, des questions pour préciser la plainte et le retentissement dans les activités du quotidien peuvent être nécessaires. Ici, le senior a exprimé une plainte sans aggravation récente. Les 4 questions d'orientation sont correctes. Il y a une erreur au rappel des 3 mots. Le test de dépistage est positif et 2 cas de figure sont possibles. Dans le premier cas, lorsque l'on précise la plainte, il s'agit de petites difficultés repérées depuis plusieurs années qui ne se sont pas accentuées ces derniers mois et ce sont des difficultés qui consistent à devoir chercher le nom d'un acteur célèbre ou aller dans une pièce de la maison et ne plus se rappeler ce qu'on venait y chercher. La personne a maintenu ses activités habituelles, elle ne ressent pas de difficultés particulières pour les réaliser et ces difficultés de mémoire ne l'inquiètent pas. Dans ce cas, nous noterons en commentaire du STEP de suivre particulièrement l'évolution de cette plainte et de suivre également les éléments du test de la cognition avec un contact au médecin traitant si l'on constate dans les 4 à 6 mois une altération dans ce domaine.
Un deuxième cas de figure est possible. La plainte est exprimée et constatée aussi par l'entourage. Le senior ressent des difficultés pour certaines activités du quotidien, ou peut-être même que certaines activités ont été stoppées en raison de difficultés de mémoire. Et dans ce cas, un mail est envoyé au médecin traitant avec des propositions de modalités de prise en charge s'il l'estime nécessaire. Par exemple, ça peut être un STEP 2 dans le cadre du programme ICOP ou une consultation mémoire du territoire. Lors du suivi, si les éléments du dépistage sont toujours positifs et que les propositions n'ont pas été suivies, le gériatre d'astreinte de l'équipe sera contacté afin d'avoir un lien direct avec le médecin traitant. Bonjour, je suis Charlène Seguela, infirmière d'évaluation gérontologique au Gérontopole de Toulouse. Je fais partie de l'équipe régionale du vieillissement et de la prévention de la dépendance et de la plateforme de suivi du programme ICOP. Concernant la vision, le dépistage se compose de 2 questions. La première question demande s'il y a des problèmes au niveau des yeux, c'est-à-dire des difficultés pour voir de loin, pour lire, des pathologies oculaires, ou si vous prenez un traitement pour traiter un diabète ou une hypertension par exemple. La deuxième question demande s'il y a une baisse de la vue au cours de ces 4 derniers mois ou depuis l'évaluation précédente. En cas d'alerte, il est nécessaire de demander dans un premier temps quels sont les problèmes au niveau des yeux déclarés, si la personne porte des lunettes, s'il y a un traitement en cours contre le diabète ou l'hypertension et s'il y a un suivi régulier chez l'ophtalmologue et à quelle fréquence. Dans un second temps, il faut vérifier la déclaration de sensation de baisse de la vision récente avec ou sans lunettes et demander si un rendez-vous avec l'ophtalmologue est déjà programmé. Si cela n'est pas le cas, l'alerte est confirmée et un mail est envoyé au médecin traitant. Dans l'exemple proposé, le senior déclare avoir des problèmes au niveau des yeux et une baisse de la vue récente. Lors de mon appel téléphonique, il me signale avoir déjà pris un rendez-vous avec un ophtalmologue pour cette baisse de la vision. La prise en charge est en cours, l'alerte n'est pas confirmée, je n'envoie donc pas de mail au médecin traitant. Lors de la prochaine évaluation, je m'assure que le rendez-vous a bien été réalisé et que le senior ne déclare plus de baisse de la vision. Merci.